Et on est reparti pour ce troisième épisode des explications, interprétations, des expériences historiques en biologie moléculaire. Donc on va traiter du groupe phage et des expériences principalement concernant les bactériophages, du coup Hershey et Chase. Juste après on ira jusqu'en 57-58. Et je verrai si j'ai le temps dans cet épisode de traiter de Mendelssohn et Stahl, sinon ce sera dans le prochain. Hershey et Chase et Mendelssohn et Stahl, très très important, ça peut tomber. Donc on commence avec le groupe phage américain avec Hershey, Delbruck et Luria. Donc on est dans les années 40-60. Retenez juste déjà de 1 l'anatomie d'un bactériophage. Donc là ici il n'y a pas tout. Hein, on voit pas la capside, etc. Mais vraiment retenez très bien l'anatomie d'un bactériophage. Parce que si vous demandez les légendes après, bon, que ce soit des points gratuits. Donc le groupe phage, ils vont utiliser des bactériophages pour étudier les bases moléculaires de l'hérédité. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Voilà, donc on va passer directement au cycle lytique du coup euh, du bactériophage. Donc le cycle lytique c'est un rappel normalement de la première année de licence. C'est des choses qu'il faut connaître comme il faut pour comprendre Hershey et Chase. Donc il y a 6 étapes. On va parler d'un bactériophage ici sur l'Escherichia coli. On parle d'un cycle lytique déjà de un cycle parce que c'est une boucle. Lytique parce que ça va impliquer une lyse d'une bactérie. Lyse, on se souvient, c'est l'apoptose, c'est l'explosion d'une bactérie, la mort d'une bactérie. Euh, donc on va passer très vite fait, ça va prendre une minute vraiment sur tout ça, retenir les trucs en rouge en fait, voilà globalement. Donc on va avoir la fixation du bactériophage sur la bactérie. Il va injecter son chromosome dans la bactérie. Donc la bactérie va arriver dans l'étape 1 avec le chromosome bactérien, donc son chromosome et le chromosome du phage. Ensuite, on va avoir une dégradation du chromosome bactérien au profit du chromosome du phage. Le phage, lui, se sera détaché de la paroi de la bactérie et deviendra le fantôme de phage. C'est le reste protéique du corps. Voilà, c'est littéralement tout, sauf le chromosome. Troisième étape, du coup, la réplication du chromosome du phage. Vous devez savoir évidemment que ADN égale réplication. Ici, du coup, étant donné que le chromosome bactérien sera dégradé, la réplication se fera sur le chromosome du phage. C'est pour ça qu'on voit plein de chromosomes phagiques ici. Ensuite, il va y avoir l'expression des gènes du phage, après du coup la traduction de l'ADN phagique. On va arriver avec plein de petites têtes, de corps, etc. Et ensuite, ils vont s'assembler pour donner les progénitures du phage et devenir des bactériophages. Une fois que le nombre sera adéquat et que la bactérie ne pourra plus les retenir, il y aura une explosion de la bactérie et une libération des phages. Si ça c'est absolument pas maîtrisé, et ben, vous le relisez en boucle jusqu'à l'avoir par cœur parce que c'est super important. Donc on est parti avec la première interprétation. Donc on est parti, on est en 52 avec la confirmation de la présence d'ADN et non de protéines dans le matériel génétique des bactériophages. Donc on est sur l'expérience du coup d'Hershey et Chase qui ont eu le prix Nobel, sauf pour Chase parce qu'on sait très bien que les femmes à cette époque-là se faisaient carottes. Donc on est sur le modèle bactériophage T2, ok, donc ça va être sur des Escherichia coli. Euh, donc on va lire le protocole. Du coup, l'approche expérimentale, c'est un marquage au soufre 35 des protéines et au P32 de l'ADN des phages. Donc deux atomes qui sont radioactifs, donc qui vont marquer radioactivement les molécules dans lesquelles ils vont être. On va avoir une séparation des phages bactéries post-infection et une mesure de la radioactivité normale des bactéries pour savoir ce qui s'est passé. Le résultat attendu, il y en a deux. C'est soit les bactéries infectées sont radioactives au P32, donc là il y a une inversion des codes couleurs. Hein. Vous savez du coup que radioactive, hop, au P32 c'est en rose et voilà, ça on s'en fout. Donc bactéries infectées au P32, donc l'ADN égale le matériel génétique du phage, ou alors les bactéries sont radioactives au soufre 35, et dans ce cas-là, les protéines sont le matériel génétique du phage. Donc déjà ici, vous êtes censé savoir un petit peu pourquoi est-ce qu'on dit que telle ou telle chose est le matériel génétique du phage. Sinon, je vous invite à retourner voir le cycle lytique du bactériophage. Normalement, tout ça, là, vous devez comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ça. Et donc là, jackpot en fait pour Hershey et Chase parce que du coup, on a une confirmation. Donc on a ici du coup le soufre 35 qui marque
les protéines du phage, parce que le corps du bactériophage, on va l'appeler le corps, voilà, mais le phage du bactériophage est composé globalement de protéines. Donc ils ont marqué ces protéines au soufre 35, donc les bactériophages apparaissent verts. Après avoir séparé le mélange, donc ça a détaché les bactériophages qui auront mis leurs chromosomes du coup dans les bactéries. Hop, mixeur. On arrive avec un culot et un surnageant. Le culot qui contient du coup les bactéries avec les chromosomes des bactériophages qui sont plus lourds. Hein. On sait qu'une bactérie c'est je sais pas combien de fois plus gros qu'un bactériophage, donc c'est au fond. Et les bactériophages, enfin le corps du coup fantomique du phage, lui est dans le surnageant et il est vert. Donc ça veut dire que du coup, il n'y a pas eu transmission de protéines dans la bactérie. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le marquage au soufre 35 du corps des phages aura marqué les protéines du corps, et du coup, il n'y a aucune protéine qui a été mise dans la bactérie. Sinon, la bactérie aurait été verte, aurait été marquée au soufre 35. Ok. Tandis que on fait la deuxième expérience et on marque au P32 cette fois-ci l'ADN des phages. Donc les phages injectent leurs chromosomes dans la bactérie, on dissocie au mixeur, donc on fait la centrifugation en fait. Donc les bactériophages s'enlèvent de la bactérie, et ici, miracle, on a non plus le surnageant qui est radioactif, mais cette fois-ci le culot. Et le culot montre que les bactéries sont marquées au P32 après la transmission de l'ADN bactériophagique. Le surnageant, lui, n'est pas radioactif. C'est ça qu'il faut retenir du coup, le surnageant n'est plus radioactif. La conclusion, c'est que l'ADN contient l'information génétique nécessaire à la multiplication des phages dans les bactéries. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir de cette expérience. En gros, vraiment, l'interprétation n'est pas très compliquée. Étant donné que l'ADN a été marqué au P32, que les bactéries ensuite sont radioactives au P32, c'est qu'il y a eu transmission, tandis que le soufre 35 a marqué les protéines et que les bactéries n'étaient pas marquées au soufre 35, donc il n'y a eu aucune transmission de protéines. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir d'Hershey Chase. Je dis que c'est tout ce qu'il faut retenir, mais attention, il peut y avoir beaucoup de questions pièges dessus. Ils peuvent demander. Qu'est-ce qu'ils peuvent demander? Ils peuvent demander même ce que c'était comme soufre, ce que c'était comme phosphore, etc., etc. Vraiment de tout décrire. Donc plus une expérience est facile à interpréter, plus il y a des questions pièges qui peuvent être posées. 7 minutes, je pense que j'ai le temps de passer à mes Elston et Stahl, donc on va la faire. Voilà. Donc pour bien comprendre mes Elston et Stahl, il faut revenir un petit peu plus en arrière. Donc on est en 58. Et on se demande du coup si l'ADN est conservatif, semi-conservatif, dispersif, etc. Donc je vous laisse un peu lire ça, vous mettez pause si vous voulez, mais bref, nous ce qui nous intéresse c'est surtout le semi-conservatif. Ok. Donc globalement, c'est l'expérience de Meselstone et Stahl où ils vont faire des cultures d'Escherichia coli dans un milieu azoté, ok, qui est radioactif, enfin qui est du même un petit peu plus lourd. Donc ils vont faire des dépôts, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette conclusion-là. Ok, on va avoir l'expérience sur plusieurs générations. Donc leur expérience se base sur la multiplication de bactéries. Ok, cette multiplication de bactéries aura amené, globalement, alors ça c'est la conclusion, je peux quand même pas vous montrer ça, mais cette multiplication de bactéries aura du coup permis de récupérer de l'ADN qui aura été plus ou moins lourd. Cet ADN lourd se situera en bas du coup du liquide, étant donné qu'il est plus lourd. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué à comprendre. Si l'ADN est semi-conservatif, c'est la question qu'on se pose à l'époque, hein, et bien dans ce cas-là, on aura forcément après quelques générations un hybride, ok, qui marquera sur le milieu du liquide. Étant donné que l'ADN sera un mélange de lourd et de léger, il sera forcément au milieu. C'est logique. Et du coup, après plusieurs générations, on obtiendra un ADN qui sera beaucoup plus light, beaucoup plus léger. Étant donné qu'on aura changé le milieu, ok, on aura enlevé cette culture d'Escherichia coli en milieu 15N, on l'aura mis dans un milieu beaucoup plus léger en azote 14. Donc pour la réplication de l'ADN, oui, pour la réplication de l'ADN, pardon, l'atome utilisé sera l'azote 14. Ok, donc l'ADN est censé se rendre de plus en plus léger. Voilà. Ça, c'est l'intro à Meselson et Stahl, c'est ce qu'il faut comprendre un petit peu avant. Maintenant, on est donc du coup en 58, voilà, si je ne m'étais pas trompé.
Et on regarde leur protocole. Donc c'est à peu près ce qu'on vient de dire, hein. Donc une culture d'Escherichia coli, donc en milieu lourd avec un azote 15, donc qui est un isotope stable, hein, ça faut le savoir quand même, voilà. Donc pendant plusieurs générations, puis l'ADN est uniformément marqué à l'azote 15. Normal, ils ont pris des bactéries Escherichia coli, elles se sont multipliées, elles se sont servies de l'azote lourd pour faire l'ADN, donc tout leur ADN est marqué à l'azote 15. Ça c'est logique. Ensuite, on va transférer ces bactéries dans un nouveau milieu qui sera cette fois-ci en excès d'azote 14 dit léger. Donc pour se répliquer, pour se multiplier, ces bactéries-là seront obligées d'utiliser le seul azote qu'ils trouvent dans ce milieu, qui est l'azote 14, alors qu'elles ont de l'azote 15 dans l'ADN. Donc ensuite, on va avoir une extraction de l'ADN, et ils vont faire une analyse de la densité de l'ADN, puis une quantification des populations d'ADN. Donc avec de l'absorbance à 260 nanomètres. L'absorbance spectrophotomètre, normalement vous devez savoir pourquoi est-ce qu'on du coup fait une absorbance avec ça, c'est logique. Et donc ça, c'est les résultats un peu plus simplifiés, hein, avec des schémas un peu plus enfantins et ludiques. Donc ici, là où il y a ma souris, on est à T0, donc ils viennent juste de mettre les bactéries avec 100% d'azote lourd. Ok, donc là, ici, rien ne se passe, hein. On va arriver à la première génération, du coup, qui déjà présente un ADN, donc double brin, on est là-dessus. Là, faut surtout pas se tromper, sur un ADN double brin, attention, qui présente un brin d'azote lourd ainsi qu'un brin d'azote léger. C'est logique. On a eu du coup une réplication de l'ADN, donc je vous invite à revoir le cours qu'on a eu vendredi ou jeudi, je sais plus, avec la réplication, les fourches de réplication, tout ça. Donc on sait que l'ADN se fait couper en deux, fourche de réplication, et on obtient plusieurs brins. Donc ici, on arrive avec de l'azote 14, parce que le seul azote utilisable, ici la seule source d'azote, c'est l'azote 14. Donc déjà, on voit que l'ADN est plus haut que l'azote lourd que l'ADN lourd qui était avant. Ensuite, on passe à la deuxième génération, où on a 50% de bactéries qui ont encore les gènes d'azote lourd, ok, et des gènes d'azote léger, et 50% de bactéries qui ont uniquement de l'azote léger. Voilà. Donc on voit déjà ici que on a une conservation uniquement à moitié en fait du brin de départ, du brin matriciel des bactéries de première, enfin du moins de zéro génération, du T0. Voilà. Et à la troisième génération, on voit qu'on a plus que seulement 25% d'ADN marqué à l'azote 15 dans ce double brin, et 75% de la population de bactéries est passée à l'azote 14 durant leur multiplication. Donc, on a en plus ces valeurs-là qui sont indiquées par l'absorbance, parce que l'épaisseur du coup de l'ADN à l'azote 14 est marquée ici. Ok, on voit qu'il est beaucoup plus haut, donc il est beaucoup plus léger. Et c'est pour ça qu'on arrive avec ces bandes-là. Vous voyez la flèche ici, azote 14 qui descend, et on voit que 1,5 génération elle commence à apparaître, et à partir de la deuxième, on voit que c'est 50-50, c'est exactement ce qu'on voit ici. Ensuite, plus on avance, plus on va avoir d'ADN léger. Voilà. Donc on va avoir une petite conclusion. L'apparition d'une bande hybride et la disparition de la bande lourde après une génération élimine l'hypothèse de la réplication conservative, et l'apparition ultérieure de deux bandes, une légère et une hybride, élimine le schéma dispersif. La réplication est par conséquent semi-conservative. C'est ce qu'on voit ici. À cette époque, il y avait un petit débat sur est-ce que c'est ou semi-conservatif ou dispersif. Et comme on vient de le voir, l'expérience vient de démolir les idéaux conservatifs et dispersifs, étant donné que de toute manière, dès la première génération, on arrive avec un ADN qui est 50-50 en termes de lourd et de léger. Et à partir de la deuxième génération, on arrive avec une population qui est 50% lourd et léger, et 50% qui est totalement légère. Alors que tandis que les autres hypothèses, on va faire une petite parenthèse sur la conservative, qui disait que par exemple deuxième génération, il y aurait du coup 50% d'azote lourd dans tout l'ADN et 50% de population qui aurait de l'azote léger dans tout l'ADN, ce qui du coup a été totalement démoli par cette expérience là. Donc Meselson et Stahl prouvent que l'ADN est semi-conservative et que nous sommes en 58, la science avance bien.